Bonjour et bienvenue dans ce qui constituera la deuxième séance consacrée à notre séquence 4 de géographie de la classe de 3e intitulée, je vous le rappelle, Aménager le territoire métropolitain. Et donc, la problématique de la séquence, je vous le rappelle, c'est d'étudier les grands contrastes du territoire de métropole. Alors, contraste, c'est un terme que les géographes affectionnent et qu'on peut remplacer par déséquilibre, inégalité, et comment lutter contre les déséquilibres et les inégalités du territoire. Comment faire pour que les choses, finalement, s'améliorent. Et nous allons pouvoir commencer à répondre à ces deux questions grâce à une première étude de cas de géographie, une étude de cas que j'aurais pu utiliser, qu'il m'est d'ailleurs arrivé d'utiliser d'autres années dans le cadre des espaces productifs français, parce qu'il s'agit d'un espace productif français et pas n'importe lequel. Il s'agit du site du Mont-Saint-Michel qui a été complètement, enfin pas complètement, mais en partie réaménagé ces dernières années. Grand B, réaménager le site du Mont-Saint-Michel, et nous allons nous demander, à travers donc cette étude de cas, quels sont les enjeux du réaménagement du site touristique du Mont-Saint-Michel, c'est-à-dire pourquoi faire des travaux, qui les fait, pour qui, pourquoi et avec quels résultats. En géographie, vous avez l'habitude que je vous le rappelle, la première étape de la démarche, c'est de situer dans l'espace. Donc autrement dit, de se demander où se situe, où se localise, où se trouve le Mont Saint-Michel. Donc si on ouvre Google Earth et qu'on tape dans la barre des requêtes Mont Saint-Michel, eh bien Google, comme toujours, va vous le situer. Je vous l'ai cerclé de rouge avec la petite flèche. Donc on a la carte à l'échelle des régions, mais j'attire votre attention sur le fait que Google n'est pas encore passé au découpage administratif de 2016. Donc on a les anciennes régions françaises. Vous n'avez qu'à regarder les contours de la région Auvergne pour vous en convaincre. Et donc on voit qu'on est à la frontière entre deux régions. Au nord, identifiable à la presqu'île du Cotentin qui s'enfonce dans la Manche, ce qu'on appelait à l'époque la basse Normandie, pour la distinguer de la haute Normandie, mais depuis les deux régions ont fusionné pour ne plus former que la Normandie. Et puis, plus au sud du Mont-Saint-Michel, la région Bretagne, qui, elle, est restée sans aucune modification. Donc, on est en France, à la frontière, en France métropolitaine, à la frontière entre deux régions. On est sur le littoral de la mer de la Manche, et on est donc dans le quart nord-ouest du pays. Si on change d'échelle, on voit que le Mont Saint-Michel s'inscrit dans une avancée de la mer à l'intérieur des terres. C'est ce que l'on appelle une baie. Et on voit qu'on est dans une région assez peu urbanisée, puisque les deux villes les plus connues qui apparaissent sur la carte, faut aller chercher Saint-Malo à l'extrême gauche. C'est une ville portuaire très connue parce qu'aujourd'hui c'est un haut lieu touristique avec ses plages qui sont fréquentées par les Rennais.
Et puis sinon, il faut aller chercher au nord, sur le littoral, le port de Granville, mais c'est pas quand même des localités extrêmement importantes, extrêmement connues. Ce que l'on commençait à deviner sur la photo précédente, mais que l'on voit bien maintenant sur la photo actuelle, c'est que certes le Mont Saint-Michel se trouve à l'intérieur de la baie qui porte son nom, cette avancée de mer à l'intérieur des terres, mais surtout ce que l'on voit c'est que c'est une île. Alors certes, une île qui n'est pas très très éloignée de ce qu'on appellera le continent, hein, et c'est même une île qui était devenue à temps partiel, parce que comme le laisse entendre, comme le laisse voir plutôt cette image qui a été prise à marée basse, la baie du Mont Saint-Michel s'était ensablée, faisant que la toute petite île de forme assez arrondie du Mont Saint-Michel, en fait, était maintenant tellement ensablée qu'elle était intégrée au continent. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Eh bien, on peut dire d'autre également que le Mont Saint-Michel se trouve au débouché d'un fleuve que l'on aperçoit et que j'ai entouré d'un cadre jaune. Ce fleuve, c'est le Couesnon. Alors c'est un tout petit fleuve côtier, mais qui est bien utile pour nous aider à délimiter géographiquement le Mont Saint-Michel, parce que le Couesnon sert de frontière entre la région Normandie, à l'est, sur sa rive droite, et la région Bretagne, à l'ouest, sur sa rive gauche. Or, ce qui est assez intéressant, c'est que le lit du Couesnon a beaucoup évolué au cours des siècles. Et figurez-vous qu'au Moyen-Âge, à l'époque, je sais pas moi, d'une Jeanne d'Arc, le Mont Saint-Michel se trouvait en Bretagne parce que le lit du Couesnon était décalé, il coulait plus à l'est. Sur cette nouvelle photographie de Google Earth, vous voyez apparaître les éléments constitutifs du site touristique du Mont Saint-Michel, à savoir donc la baie du Mont Saint-Michel, en grande partie ensablée, hein, c'est les parties les plus grises que l'on aperçoit en particulier au sud et à l'est de la photographie, en bas à droite de la photographie. On aperçoit également, puisqu'on parle de la baie, les anciens parkings submersibles, c'est-à-dire que en cas de marée exceptionnellement haute, eh bien, si vous aviez eu la malheureuse idée de laisser votre voiture au pied du site, eh bien, vous ne la retrouviez pas, tout simplement parce qu'elle avait été emportée par la marée. Et là, il est de la responsabilité des conducteurs de veiller à ce que ça n'arrive pas. Donc les assureurs ne remboursent pas hein, dans ce cas-là. Donc vaut mieux faire attention. Bon, je dis ancien parking parce que vous le découvrirez, ils n'existent plus, ils ont été remplacés et surtout déplacés. Et enfin, on voit apparaître, je garde le meilleur pour la fin, c'est-à-dire les deux éléments constitutifs véritablement du site, c'est-à-dire le village médiéval fortifié, et que des murailles qui remontent au Moyen-Âge, bien sûr, hein. Et puis surtout l'abbaye qui culmine sur cette petite île qui est en fait une colline, hein, et qui nous rappelle que les moines du Moyen-Âge, quand ils voulaient créer une collectivité qui voulaient vivre ensemble à la gloire de Dieu, et bien chercher les endroits les plus inaccessibles, les plus reculés, les plus éloignés du siècle, comme il disait, hein, c'est-à-dire les endroits où on voyait le moins de gens possible, donc souvent des marécages, souvent des forêts, souvent des montagnes, ou dans le cas du Mont Saint-Michel, eh bien une île qui, quand la baie n'était pas encore ensablée,
eh bien une île qui était coupée du reste du monde la moitié de la journée. Voilà, ça leur convenait très bien. Mais justement, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, comme le Couesnon se trouve en face de l'île du Mont-Saint-Michel, que l'île du Mont-Saint-Michel est au débouché du Couesnon, c'est le Couesnon qui a contribué à ensabler la baie. Et donc, le problème d'aménagement qui se pose, c'est que l'île du Mont-Saint-Michel n'était plus véritablement une île. Alors, une photographie qui n'est cette fois-ci pas tirée de Google Earth, qui aurait pu, hein, parce que l'abbaye surnommée la Merveille, et si vous avez l'occasion d'aller la visiter, vous verrez qu'elle mérite bien son surnom. Elle a été modélisée en 3D par Google Earth, donc si vous allez voir sur le site, hein, vous aurez l'occasion de faire une visite virtuelle sans même avoir à gravir l'escalier qui coupe bien les jambes des visiteurs. Mais voici donc une photo qui vous présente le Mont Saint-Michel vu cette fois-ci vu depuis la baie, vu depuis la Manche, vu depuis la mer si vous préférez. Donc on aperçoit bien effectivement l'ensablement. Donc c'est une photo qui a été prise, j'ai oublié de le préciser, avant le début des travaux. Bah oui, sinon c'est pas intéressant. Donc on voit que la mer a reculé, que les hommes ont asséché les marécages face au Mont-Saint-Michel, c'est la zone en 10, et que, on le voit, hein, c'était un espace qui était maritime il y a encore quelques siècles, c'est plat comme la main, hein, il n'y a pas de relief véritable, et c'est devenu une zone de culture maraîchère et de prés salés. C'est prés salés, c'est-à-dire qu'on y fait brouter des moutons sur ces pâturages, mais comme la mer était présente il n'y a pas encore très longtemps, l'herbe que broutent les moutons est très salée et paraît-il ça donne un goût absolument inimitable à la viande de mouton et ça fait le succès des auberges et restaurants de la région qui mettent à leur menu les fameux agneaux de prés salés euh, que se disputent les touristes les plus gourmands. On aperçoit le fleuve Couesnon et on aperçoit déjà les débuts du réaménagement, les débuts du travaux, puisque pour empêcher le Couesnon de contribuer à ensabler le site, eh bien, un barrage a commencé à être construit. On voit aussi, alors on voit pas le village, hein, disons qu'on n'en voit qu'une petite partie là qui est sur la gauche de la photographie, c'est l'élément 3. Après on aperçoit la digue-route et les parkings submersibles. Ces deux ouvrages d'art ont disparu à cause des travaux, ou grâce aux travaux plutôt, et on aperçoit en 5 la caserne, c'est-à-dire l'endroit où les touristes, quand ils avaient quitté le mont, pouvaient compléter leur collection d'objets souvenirs dans cet endroit qui était dédié, qui est toujours d'ailleurs dédié au commerce touristique. Alors, vous ne pouvez pas vous plaindre, hein, je vous ai gâté puisque avec le Mont Saint-Michel, je n'ai pas choisi une petite étude de cas, hein. C'est une très belle étude de cas puisqu'on a affaire à un des sites touristiques majeurs, non seulement à l'échelle nationale, mais à l'échelle européenne et carrément à l'échelle mondiale, parce que effectivement, hein, c'était pas gagné d'avance pour cette île entre guillemets à temps partiel du petit département de la Manche au cœur de la Normandie. C'était pas évident de rayonner dans le monde entier, mais il s'est trouvé qu'en 1979, la baie du Mont-Saint-Michel, sa commune et donc son abbaye
ont été classés au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Et ça n'a l'air de rien, mais en fait c'est vraiment essentiel parce que ça va assurer au Mont-Saint-Michel une publicité à l'échelle planétaire. Parce que, aussi étrange que ça puisse vous paraître, il y a des gens qui se font un devoir d'aller visiter les sites recommandés par l'UNESCO, de la même manière que vous avez des gens qui tous les ans vont acheter, pas forcément pour le lire d'ailleurs, mais vont acheter le prix Goncourt de littérature. Voilà. Bon. Et donc, ça explique en partie ce classement au patrimoine du Mont-Saint-Michel, ça explique en partie pourquoi vous avez l'un des plus grands sites français hors Île-de-France. En fait, généralement, le Mont-Saint-Michel est la première destination touristique en dehors de Paris et d'Île-de-France du pays. Donc ça n'est pas rien. Pour un petit village d'à peine 41 habitants en 2013. Et surtout, c'est un site qui est menacé par la surpopulation parce que vous avez 3,5 millions de touristes par an, et ça fait une moyenne d'à peu près 20 000 visiteurs par jour, à peu près l'équivalent de l'agglomération moulinoise qui se rend tous les jours pour visiter le mont. Donc c'est quand même un petit périmètre, et parmi ces touristes, il y en a à peu près un tiers qui sont des touristes étrangers, dont 200 000 Japonais. Et il est vrai que quand on regarde cette photographie aux allures de carte postale, encore une fois, on peut comprendre que la baie du Mont-Saint-Michel puisse attirer la foule. Au premier plan, les cousins de Chaulnes-le-Mouton, qui sont destinés à finir leur vie sous forme de gigots dans les meilleures auberges et restaurants de la région. Bon appétit. Mais ce petit paradis sur terre, encore une fois, est mis en danger, pour une fois pas tellement par l'homme, même si les parkings, par exemple, submersibles, posent problème, parce qu'ils dénaturent, parce qu'ils défigurent le paysage. Et pour la petite histoire, d'ailleurs, en 1979, le Mont-Saint-Michel a failli ne pas recevoir le label de l'UNESCO, a failli ne pas rentrer au classement du patrimoine mondial de l'humanité, tout simplement à cause de ces parkings submersibles qui font vraiment désordre, et le gouvernement français a dû intervenir et promettre que ces parkings disparaîtraient. Sinon, pas de classification UNESCO. Mais c'est surtout la nature qui menace, en particulier l'ensablement, parce que l'ensablement, ça menace particulièrement l'écosystème. Il faut le savoir, par exemple, la baie du Mont-Saint-Michel abrite la colonie la plus méridionale d'Europe, c'est-à-dire la plus au sud de l'Europe, de phoques vaumarins. Les amis des oiseaux, des poissons de toutes sortes, sont très inquiets pour l'avenir de l'écosystème de la baie. Donc, comme on le dit dans le texte, les experts sont formels. À l'horizon 2040, si rien n'est entrepris, le Mont-Saint-Michel s'ensablera irrémédiablement et cessera d'être une île. Et cessera de perdre son originalité. Et cessera, d'avoir son originalité, celle d'être cette magnifique presqu'île, accessible seulement par marée basse. Alors, avant d'aller plus loin, je vais vous demander de bien vouloir vous rendre sur votre ENT, dans la messagerie, si ça n'est pas déjà fait, et d'aller télécharger
La vidéo, dont vous voyez apparaître une vignette sur cette diapo, une vidéo d'un reportage d'une chaîne de télévision locale, Manche Télévision, 50 étant le numéro de la plaque minéralogique du département, c'est le 50e département français, et qui évoque les débuts des travaux de réaménagement du site du Mont Saint-Michel et leurs impacts sur le site lui-même. Et c'est un reportage qui date de 2006. Je dois vous dire qu'il a dû être tourné pendant l'hiver, ce qui explique le faible nombre de touristes pendant l'hiver et probablement de bon matin. Alors, la vidéo précédente vous a présenté le barrage sur le fleuve côtier Couesnon, celui-là même qui est responsable de l'ensablement du site de la baie, du Mont Saint-Michel, qu'on aperçoit noyé dans la brume à l'arrière-plan. Et donc, il a été décidé de bâtir un nouveau barrage pour que 2 fois par jour, avec la marée montante, le barrage puisse faire un peu le phénomène de chasse d'eau afin de chasser le sable et de permettre au Mont Saint-Michel de retrouver son caractère insulaire, c'est-à-dire d'être une île. Donc quelques kilomètres en amont du site du Mont Saint-Michel. Sur cette autre diapositive, je vous ai présenté 3 autres chantiers du réaménagement du site du Mont Saint-Michel. Alors on aperçoit en haut, sur l'image tout à fait horizontale, la digue passerelle submersible très élégante, très aérienne, dessinée par un architecte allemand, je crois, et qui a remplacé la vieille digue-route en bitume qui a été démolie pour laisser la place à cette élégante passerelle. Ensuite, vous apercevez les nouveaux parkings qui n'ont rien de submersible, puisqu'ils sont construits sur le continent. Bien loin des fureurs de la mer en cas de tempête et bien loin de la marée haute, mais du coup ils sont éloignés du site et ils nécessitent ces parkings arborés et paysagers. Ils nécessitent, pour ceux qui n'ont pas l'envie de marcher jusqu'au site, eh bien d'utiliser des transports en commun payants, c'est même d'ailleurs un des problèmes, on y reviendra tout à l'heure, mais qui ont l'avantage d'être doux pour l'environnement, puisqu'il s'agit de navettes électriques, qui, comme leur nom l'indique, ce sont des navettes, font l'aller-retour, c'est pas très compliqué comme itinéraire, ils font l'aller-retour entre les parkings et le pied du Mont Saint-Michel, la porte d'entrée. Après avoir pris connaissance des principaux chantiers du réaménagement du site du Mont Saint-Michel, il importe de faire connaissance avec les acteurs, c'est-à-dire les gens qui assurent la direction des travaux et qui la financent. Alors, je vous ai mis les logos des différents acteurs majeurs du projet. Donc je les ai classés par échelle géographique. Alors le premier à gauche, c'est l'Union européenne, qui est le seul acteur d'ailleurs à ne pas être 100% franco-français, puisque l'Union européenne, comme son nom l'indique, est à l'échelle des 27 depuis le départ du Royaume-Uni, 27 États membres de l'Union, et qui finance à travers le fonds FEDER, qui est destiné justement à venir en aide aux territoires européens qui ont besoin d'un aménagement.
Ensuite, l'État français, bien sûr, à travers différents ministères. Donc ça, c'est l'échelle nationale. On a eu l'échelle européenne, on a eu l'échelle nationale. Ensuite, on rentre dans des échelles plus locales, donc l'échelle régionale avec les régions Normandie et Bretagne. La région Normandie finançant davantage puisqu'elle est plus directement impactée et plus directement bénéficiaire aussi des travaux. Ensuite, l'échelle départementale, le département de la Manche. Mais aussi le département d'Ille-et-Vilaine, puisque ce sont deux départements frontaliers. Et ensuite, on entre dans des échelles plus locales avec les communes, le syndicat des eaux, etc., etc. Voilà, donc ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est que c'est un peu comme pour le projet Airbus que l'on a vu avec les espaces productifs, c'est que vous avez de très nombreux acteurs, publics pour l'essentiel, mais pas seulement, qui s'assoient autour d'une même table, qui répondent à des échelles géographiques différentes, mais qui financent un projet commun, un projet estimé à 200 millions d'euros, dont 184 millions d'euros rien que pour le public. Ça fait un budget énorme pour un aménagement colossal. Avant d'aller plus loin, je vais vous demander d'aller visionner une deuxième vidéo, un deuxième reportage, cette fois-ci extrait du journal télévisé du France 2 de 13h, qui date de l'année 2012 et qui va vous montrer que la perfection n'étant pas de ce monde, les travaux du Mont Saint-Michel n'ont pas enchanté tout le monde, c'est le moins que l'on puisse dire, en particulier des professionnels du tourisme et des commerçants qui se sont montrés très inquiets. Vous allez entendre en particulier un des guides touristiques parler des Théo qui ont rayé la destination Mont-Saint-Michel de leur programme, autrement dit qu'ils ne feront plus venir les touristes. Alors Théo, c'est le sigle pour Tour Operator. Tour opérateur, pardon. C'est-à-dire ces professionnels des vacances qui vous vendent sur Internet ou en magasin, qui vous vendent des séjours et voyages all inclusive, comme on dit, c'est-à-dire tout compris, clé en main. Vous n'avez plus qu'à faire votre chèque et à vous rendre à l'aéroport que l'on vous a attribué à la date prévue. Alors, comme vous l'avez compris certainement en regardant la vidéo, ou si vous n'avez pas accès à la vidéo en lisant le texte de la diapo ci-dessous, ce sont les navettes et les parkings qui constituent véritablement la principale pomme de discorde qui pose problème. Les parkings, parce que en les éloignant de plusieurs kilomètres, eux qui étaient certes submersibles, certes un peu sauvages, mais qui avaient l'avantage d'être au pied du mont, et bien évidemment, ça constitue une contrainte, et pas seulement que pour les personnes âgées. Puis il faut savoir par exemple que pour les tours opérateurs, où chaque minute est précieuse, hein, où tous les séjours sont chronométrés, les clientèles, pour les tours opérateurs, c'est un problème parce que les Chinois, par exemple, n'aiment pas marcher. Les touristes chinois, c'est connu, hein, c'est pas qu'en France, quand les touristes chinois arrivent quelque part, il faut qu'ils soient débarqués du bus au plus près. Donc là, évidemment, ça n'est pas idéal comme solution. Alors en plus, après, se pose le problème du prix, parce que les travaux des parkings, les travaux des navettes électriques, enfin le coût des navettes électriques, ça va faire que aller au mont, ça n'est plus gratuit. Enfin, si on utilise les navettes, ou si on utilise les parkings, ça a un certain coût.
Ce qui explique aussi parfois pourquoi, pour des raisons d'économie, mais pas seulement, vous avez des gens qui préfèrent continuer à aller au mont ou à en revenir à pied. Et puis, et ça c'est peut-être le plus problématique, notamment pour les commerçants qui ne sont pas installés directement dans le village du Mont-Saint-Michel, mais qui sont installés à plusieurs kilomètres sur le continent au lieu dit la caserne. Alors là, c'est le vrai problème parce que les navettes vous emmènent des parkings au mont en passant devant la navette, mais sans qu'il y ait la nécessité de s'y arrêter. Et donc, pour les commerçants de la caserne, c'est une perte énorme d'argent potentiel. Donc, du coup, les commerçants étaient les plus remontés parce qu'entre ceux qui avaient peur que les clients viennent plus à cause des travaux et puis ceux qui avaient peur que les clients ne s'arrêtent plus à cause des navettes, ça finissait par créer beaucoup d'angoisse. Mais incontestablement, les résultats sont là. La preuve, hein, avec une image, une capture d'écran tirée d'une vidéo, d'un reportage de France 3 Région Normandie. On est le 25 juillet 2013 et pour les locaux, la date est quasiment historique parce que pour la première fois depuis bien longtemps, depuis 134 ans pour être précis, la marée haute, certes exceptionnelle ce jour-là, a fait le tour complet du rocher du Mont-Saint-Michel et ce jour-là, pour quelques heures, le Mont-Saint-Michel est redevenu une île, ce qui prouve qu'au bout de quelques années seulement, hein, eh bien, la chasse d'eau entre guillemets du barrage sur le Couesnon fonctionne à merveille et que l'île n'est plus menacée par l'ensablement et qu'elle est au contraire en train de retrouver son caractère insulaire. On voit au passage d'ailleurs, et c'est aussi l'intérêt de la photo, que la passerelle, la digue passerelle submersible est en train d'être construite, mais que tant qu'elle n'est pas achevée, la digue route, qui elle est insubmersible, a été préservée. Hein, c'est ce qui donne un peu l'entrecroisement des deux, la route en bitume et la passerelle en aluminium. On a l'impression qu'une paire gigantesque de ciseaux a été oubliée quelque part sur l'eau. Démonstration en photo grâce à Google Earth que nous avons déjà étudié tout à l'heure. À gauche, la photo avant le début des travaux, ou disons que les travaux avaient commencé depuis 2-3 ans, mais c'était bien trop tôt pour que les effets se fassent vraiment sentir. Donc on voit bien le sable de la baie du Mont. Et à la fin des travaux, photo prise en 2016, et on voit bien que là, c'est plus tout à fait pareil. Hein. Le Mont-Saint-Michel n'a pas changé de place, mais on voit bien que le sable a reculé. Et on aperçoit bien le tracé de la digue passerelle par la même occasion. Et on voit aussi que le tracé du Couesnon a été largement modifié par le barrage. Donc ça marche. Et même les commerçants qui, je vous le rappelle, émettaient au mieux des réserves sur les travaux en cours, voire des critiques, doivent admettre que oui, certainement que dans les premières semaines, il y a eu des contraintes, probablement que des touristes ont été découragés, mais les magasins ne sont pas vides, hein, les rues ne sont pas vides, et on voit bien avec la photo de droite que la surfréquentation, c'est une des plaies du tourisme de masse, et bien la surfréquentation n'a pas véritablement été réglée. Et que circuler dans les rues du Mont-Saint-Michel en pleine saison, c'est sportif.
La photo de gauche nous montre aussi, alors vous me direz une photo, faut se méfier, hein, c'est pas, ça vaut pas une démonstration rigoureuse, mais néanmoins on aperçoit des touristes qui ont l'air japonais et qui nous confirment que 200 000 Japonais viennent régulièrement chaque année fréquenter le Mont Saint-Michel. Et le texte qui accompagne la photo nous dit qu'en juillet-août 2013, eh bien, en fait, on a eu un afflux de touristes. Donc non seulement les travaux n'ont pas fait fuir les touristes, mais c'est même presque à se demander s'ils ne les ont pas fait venir, ne serait-ce que par effet de curiosité. Et comme on a affaire à un des sites touristiques majeurs de France, eh bien, tout le monde s'y est mis pour inciter les gens à redécouvrir ou à découvrir, selon le cas, le Mont Saint-Michel. Et c'est évidemment pas le fruit du hasard si l'organisation du Tour de France a décidé de faire partir le Tour de France 2013 depuis le Mont Saint-Michel. Parce que c'est une publicité absolument exceptionnelle qui est faite au Mont Saint-Michel à l'échelle mondiale. Parce qu'il faut le savoir, hein, peut-être le savez-vous déjà, si vous vous intéressez au sport, le Tour de France est dans le top 10 des événements sportifs retransmis dans le monde avec l'audience la plus importante. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois bien que le Tour de France, qui ne concerne pas que les Français, hein, il y a des coureurs cyclistes du monde entier, des équipes qui ne sont pas que françaises ou européennes dans le Tour de France, eh bien le Tour de France, il me semble bien qu'il se classe en deuxième ou troisième position, juste derrière les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de football. Donc, quand le Tour de France part du Mont Saint-Michel, le monde entier découvre le Mont Saint-Michel. Le monde entier ne se rendra peut-être pas ensuite au Mont Saint-Michel, mais il y a un certain nombre de gens qui vont avoir envie de prendre l'avion pour venir voir de plus près là d'où sont partis les coureurs du Tour de France. Alors, nous voici parvenus presque au terme de notre séance. Et donc, nous avons devant nous l'exercice de synthèse qui va nous permettre de mieux maîtriser toutes les connaissances, toutes les informations que nous venons de voir ensemble. Donc, en fait, ça n'est pas très compliqué, hein, comme d'habitude. Je vais vous demander de lire les différentes cases réparties en 3 colonnes que vous avez sous les yeux et qui sont disponibles sur la planche 2, elle-même disponible sur votre VNT. Et donc, il y a 3 possibilités. Soit ce que vous allez lire correspond à la situation de départ, c'est-à-dire d'avant les travaux, d'avant le réaménagement. Dans ce cas-là, il faut le colorier en rouge. Soit ça correspond aux acteurs du réaménagement, donc il faut le colorier en bleu. Et puis si ça ne correspond pas à la situation de départ ni aux acteurs, eh bien c'est que ça doit correspondre à la description des mesures, c'est-à-dire les travaux, les décisions qui ont été prises, les travaux qui ont été menés. Et dans ce cas-là, il faut le colorier en vert. Donc n'hésitez pas à me mettre sur pause, hein, faites l'exercice tranquillement, réfléchissez, ça n'est pas très difficile. Alors, la situation de départ, quelle était-elle? Un site surfréquenté, menacé par le tourisme de masse. L'ensablement qui menace l'écosystème de la baie. L'ensablement qui fait perdre son caractère insulaire, c'est-à-dire le fait que l'île n'est pratiquement plus une île, au site. Et donc du coup, à chaque fois, le risque que les touristes finissent par ne plus venir. Un site classé au patrimoine de l'humanité par l'UNESCO en 1979. Ah, vous avez peut-être hésité.
est peut-être mis en bleu, mais non, 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 il fallait le mettre dans la situation de départ. C'était le seul, entre guillemets, petit piège de l'exercice. C'est pas parce que c'est en rouge que c'est forcément une situation de départ négative. C'est vrai que la surfréquentation, l'ensablement, tout ça c'est négatif, mais il y avait quand même du positif. Le classement au patrimoine de l'humanité qui permet d'attirer des touristes venus réellement du monde entier. Et enfin, alors ça c'est à nouveau négatif, les parkings submersibles qui défigurent le site. Les acteurs, donc le syndicat mixte, Baie du Mont-Saint-Michel, c'est son nom. Les régions de Bretagne et de Normandie, Basse-Normandie au début du projet. L'Union européenne, à travers son fonds de financement FEDER. Les communes, parce qu'évidemment ça se déroule sur leur territoire, du Mont-Saint-Michel, de Beauvoir et de Pontorson. Bon, rassurez-vous, hein, le jour du brevet, on n'attendrait pas que vous rappeliez les noms des communes actrices du réaménagement. Hein. L'État français, bien sûr, à travers différents ministères, notamment celui de la culture, mais pas seulement. Le département de la Manche, collectivité territoriale, directement impliquée. Donc tout ça, ce sont des acteurs publics, mais aussi un acteur privé. Le groupe du bâtiment travaux publics, le groupe Eiffage, notamment celui qui a réalisé la digue passerelle submersible. Et enfin les mesures, alors les mesures ou les travaux, hein, le chantier, c'est-à-dire la digue route qui est détruite et remplacée par un pont ou passerelle submersible dont je viens de parler. Des parkings, les parkings paysagers et qui sont volontairement déplacés à plusieurs kilomètres du site. Des navettes électriques qui relient les parkings au site pour éviter aux gens de trop marcher à pied. Un nouveau barrage construit sur le fleuve Couesnon qui va permettre d'éviter au Mont-Saint-Michel l'ensablement. Un budget de 200 millions d'euros, bah oui, ça c'est la première des mesures parce que avant de se lancer dans les travaux, il faut déjà être capable de les financer. Et enfin, une fois les travaux finis, et même pendant les travaux, pour que les touristes continuent à venir, des animations, dont certaines sont extrêmement médiatisées, puisque le Tour de France 2013 est carrément parti du Mont-Saint-Michel. Voilà. Donc à l'arrivée, voici le corrigé officiel, complet, de cet exercice qui reprend à peu près, je pense, tout ce que nous avons vu et qu'il est nécessaire de se rappeler pour pouvoir composer au brevet, à l'écrit, si on vous donnait un sujet de rédaction portant sur un exemple d'aménagement ou de réaménagement du territoire français de métropole. Alors, si l'on devait conserver 3 chiffres clés associés au réaménagement du site du Mont-Saint-Michel, quels seraient-ils? Eh bien, tout d'abord, le premier à retenir, c'est que c'est la première destination touristique de province, c'est-à-dire, bon an mal an, le Mont-Saint-Michel est le site le plus visité en France, en dehors de Paris et de l'Île-de-France. Donc ça, c'est quand même une sacrée performance. Ensuite, bon an mal an toujours, 3,5 millions de touristes, 3,5 millions de touristes viennent passer quelques heures en moyenne sur le site et parmi eux, des Japonais en attendant, pourquoi pas, plus tard, les Chinois. Et d'ailleurs, les Chinois, ça a commencé déjà depuis quelques années.
Enfin, un dernier chiffre, 200 millions d'euros de budget, donc c'est un budget majeur, un budget colossal. Je vous rappelle qu'il a été financé par différentes collectivités territoriales, hein, et aussi par l'Union européenne. Et ces 200 millions d'euros de budget ont été consacrés aux travaux de réaménagement du site du Mont Saint-Michel. Voilà, on arrive au bout de la séance, donc je vous invite maintenant à prendre connaissance de la trace écrite, de la leçon associée à la séance première, réaménager le site du Mont Saint-Michel, et vous retrouverez à peu près tous, enfin j'espère, hein, normalement, tout ce que nous venons de voir au cours de cette première étude de cas consacrée à un aménagement du territoire français de métropole. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle étude de cas dédiée cette fois-ci à un aménagement et non pas à un réaménagement, mais je ne vous en dis pas plus, je vous fais la surprise. À bientôt!